On poursuit avec cette question. Donald Trump est-il en train de faire plier la Chine dans sa guerre sur les droits de douane? Pour la première fois, la Chine se dit prête à négocier à l'heure où les Américains ont réussi à mettre fin à la faille tarifaire qui permettait l'entrée de produits chinois bon marché aux États-Unis. C'est peut-être ce cap supplémentaire qui a incité les Chinois à se montrer beaucoup plus conciliants. Regardez ce que la Chine déclare désormais via le ministère chinois du Commerce. L'Amérique nous a envoyé plusieurs messages afin d'ouvrir les discussions. Nous sommes en train d'étudier cette demande. Magali, Pékin donne le sentiment d'être en train de céder ou en tout cas de s'adoucir. Pourquoi ? Alors déjà, moi, je serais assez prudent quand même sur le sujet. Ce que dit la Chine aujourd'hui, c'est qu'elle est prête à évaluer en effet la proposition américaine. Vous savez que il y a 90 jours, Donald Trump a donné en gros 90 jours aux pays dont la Chine pour revenir vers les États-Unis pour entamer une négociation, ce qui nous met à peu près au mois de juillet. Bon, ces négociations, on sent que jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y avait un ton qui était extrêmement dur du côté chinois, qui avait surenchéri aux droits de douane américains en imposant aussi 125% de droits de douane. Il y a encore quelques jours une vidéo sur les réseaux sociaux du gouvernement chinois expliquant qu'il n'était pas question de s'agenouiller. Donc les termes étaient quand même très très forts face à Donald Trump. Après, que ce soit les États-Unis et la Chine, il y a un intérêt quand même à essayer de trouver un terrain d'entente. Donc en fait, c'est le principe de réalité peut-être qui est en train, après les déclarations tonitruantes des uns et des autres, de prendre le pas. Mais c'est une toute petite ouverture que fait la Chine aujourd'hui. Oui, Magali, mais justement, vous dites petite ouverture, mais on se rappelle justement ce que disaient les médias chinois à travers cette vidéo de communication qui avait été diffusée par le ministère des Affaires étrangères, expliquant qu'il n'était pas question de s'agenouiller devant le géant américain. Le ton était très virulent, souvenez-vous. Avez-vous entendu parler de l'œil du cyclone? Il se montre calme un certain temps, mais c'est en fait un piège mortel. Le calme avant une tempête encore plus violente. Les États-Unis ont engendré une vraie tempête sur les tarifs douaniers et ils ciblent particulièrement la Chine, en laissant un répit de 90 jours aux autres pays, les contraignant à limiter leurs échanges avec la Chine. C'est ça, le piège mortel de l'œil du cyclone. Accepter le jeu proposé par un tyran, c'est comme boire du poison pour étancher sa soif. Ça ne fait qu'aggraver la crise. Les États-Unis ont accusé le Japon de leur voler le marché des semi-conducteurs et accusent de grandes entreprises comme Toshiba. Ensuite, les États-Unis ont forcé les Japonais à signer l'accord Plaza, poussant l'économie dans des décennies de croissance rabaissée. Les États-Unis ont également utilisé la loi comme son arme, démantelant le géant de l'industrie française, Alstom, dépouillant ainsi le pays de son champion national. L'histoire a prouvé que les compromis ne fonctionnent pas. S'agenouiller devant les États-Unis les invite un peu plus au harcèlement. La Chine ne pliera pas, parce que nous savons nous défendre nous-mêmes afin de protéger notre économie. Il n'y a plus de compromis possible. La Chine ne reculera pas. La voix des plus faibles sera entendue, le harcèlement va cesser et justice sera faite partout sur Terre. Tous ceux qui nous menacent ne sont que des tigres de papier. Les États-Unis ne sont pas les représentants du monde entier. Leur économie ne représente qu'un cinquième du monde. Le reste du monde doit être solidaire face aux Américains. Les États-Unis ne sont qu'un petit navire au milieu de l'océan. Les impérialistes sont toujours très arrogants. Lorsqu'ils se montrent un peu raisonnables, c'est parce qu'ils y sont forcés. Ne soyez pas naïfs. Les États-Unis continueront de jouer au ballon, tandis que la Chine se redressera. Peu importe comment souffle le vent, peu importe à quel point le tonnerre gronde, le beau temps reviendra toujours. Quelqu'un doit tenir une torche allumée pour nous guider dans ce long tunnel sombre. Quand toutes les nations seront debout, le monde brisera ses murs d'hégémonie. Pour la Chine, pour le monde, levons-nous et battons-nous.
Là aussi, on est vraiment dans la démonstration de force de la part de Pékin. Les États-Unis ne sont qu'un petit navire au milieu de l'océan. Voilà ce qu'il disait dans ce clip. C'était la mer d'Aral qui était... oui. Et maintenant, ils sont prêts à négocier. Il y a eu un changement de ton. Alors, il y a un changement de ton. Oui, alors moi, je suis assez prudent parce que deux idées. D'abord, cette guerre commerciale qui a démarré à l'initiative des États-Unis ne peut, on le sait, profiter à aucun des deux États. Le niveau des tarifs pratiqués aujourd'hui par les États-Unis, 145% sur tous ceux qui ne sont pas frappés, enfin sur tous les produits qui sont frappés, ça rend le commerce totalement impossible. C'est-à-dire qu'il y a la plupart des produits échangés entre la Chine et les États-Unis. Si vous faites plus que doubler le prix, il n'y a tout simplement plus de clientèle pour les acheter. Et il y a quand même une petite pression côté américain parce qu'on sait que les bateaux sont partis ou sont en train d'être chargés côté Pékin. Pas du tout sûr qu'ils débarquent aux États-Unis avec de tels prix pratiqués sur le marché américain. Ça pourrait créer des ruptures et on sait que hier, M. Trump disait écoutez, vous achèterez un peu moins de poupées à votre petite fille, c'est pas grave, voilà, c'est un mauvais moment à passer. Donc il y a quand même une pression côté américain pour que un accord soit trouvé, pour qu'en fait ça soit pas des tarifs permanents, mais un levier pour trouver un accord avec Pékin. Mais c'est vrai que du côté de la Chine aussi, même s'ils disent le contraire, il y a quand même un intérêt important à ce qu'un accord soit trouvé. Alors la pression économique n'est pas complètement évidente, parce que si vous avez regardé là, le premier trimestre, la croissance en Chine est plutôt meilleure que celle qui était attendue. N'empêche que la Chine, elle est quand même dépendante des exportations, 15% de son PIB. Les États-Unis, c'est son premier marché. Et la différence, en fait, entre les deux États, c'est que, bien sûr, la Chine est une dictature. On l'a vu dans le clip qu'on vient de voir. Le peuple est uni, tout le monde aime les dirigeants. Donc, il y a une forme de contrôle social. N'empêche qu'en Chine, si les industries n'exportent plus et si elles ferment, les gens sont au chômage. Il n'y a pas de système social en Chine. S'ils sont au chômage, ils ont faim. Et donc, il y a un problème de troubles très grave. Aux États-Unis, honnêtement, ça sera différent. Aux États-Unis, le pire qui puisse arriver pour M. Trump, c'est qu'ils perdent les élections de mi-mandat. Donc vous voyez, la pression, en réalité, n'est pas exactement similaire dans les deux États. Dans ce débat, Marie-Françoise Renard nous a rejoint. Bonjour, vous êtes économiste, spécialiste de l'économie de la Chine, professeur agrégé à l'Université d'Auvergne, école d'économie, et responsable de l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine au CERDI. Marie-Françoise Renard, est-ce que la Chine n'a pas un petit peu trop bluffé avec Donald Trump en laissant penser qu'elle avait uniquement l'avantage face au président américain alors qu'elle l'exporte massivement par les États-Unis et qu'elle a aussi besoin des consommateurs américains? Alors évidemment, la Chine aussi est dépendante des États-Unis, mais je crois que le discours chinois, il n'a pas changé. Depuis le début, le gouvernement a dit qu'il était prêt à négocier, mais on a vu les termes employés, qu'il n'allait pas s'abaisser, etc. Et je crois qu'il faut bien comprendre que ça n'est pas une soumission du gouvernement chinois à Donald Trump. Simplement, il négocie à condition que ce ne soit pas des mesures qui soient imposées par les États-Unis et puis rien en face. On a vu qu'il répondait, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, il y a eu une pause de la part de Donald Trump. Donald Trump a fait cette pause de 90 jours. Encore une fois, les deux économies sont interdépendantes, mais il y a beaucoup plus d'urgence du côté américain que du côté chinois. Et je crois que le discours chinois, il n'a pas vraiment changé. Xi Jinping n'a pas rencontré Donald Trump, échangé directement avec Donald Trump. Il a laissé les niveaux de la hiérarchie inférieure négocier avec la diplomatie américaine, ce qui est le cas probablement en ce moment, mais il n'y a pas de changement véritablement d'attitude vis-à-vis de Pékin. Évidemment que Pékin a intérêt à négocier, doit négocier, mais Xi Jinping n'a rien promis, il a simplement dit depuis le début qu'il fallait négocier parce que ça lui permet de se présenter comme quelqu'un qui défend un ordre international avec des règles. Voilà. Marie-Françoise Renard, est-ce que de la même façon que les grands patrons américains ont fait pression sur Donald Trump pour que cette guerre économique se termine ou en tout cas s'adoucisse le plus vite possible, il n'y a pas aussi, alors pas de la même manière, une pression des entrepreneurs chinois qui pâtissent de cette guerre commerciale? Je voudrais vous faire écouter justement ce que dit ce constructeur chinois et je vous fais réagir juste après. La coopération mondiale est essentielle parce que pour une automobile, il y a environ 10 000 pièces qui doivent être achetées. Avec l'électrification,
Ce nombre a diminué à quelques milliers, ce qui est encore important. Il est impossible de savoir d'où vient chaque composant. L'approvisionnement mondial est donc un sujet inévitable. Les délais de livraison les plus courts et les structures de coûts les plus optimisées ne peuvent être atteints qu'avec la chaîne d'approvisionnement mondiale. Par conséquent, nous espérons que la chaîne d'approvisionnement mondiale peut continuer à se développer. Intéressant ce que dit ce vice-président d'un constructeur automobile chinois. C'est le signe que l'économie chinoise, ou en tout cas un pan de l'économie chinoise, pourrait pâtir plus rapidement que prévu de cette guerre. Alors, bien sûr, on sait que l'économie chinoise a besoin des exportations et qu'elle souffrira de cette guerre commerciale qui pénalise les deux pays. Et le ministère du Commerce international, du commerce extérieur chinois, a réuni un groupe de travail il y a quelques jours avec des entreprises étrangères, des entreprises chinoises, des chambres de commerce étrangères, pour voir comment réagir à ces mesures prises par Trump pour limiter la casse, si on peut dire, auprès de ces entreprises. Alors, il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées pour les producteurs, pour les consommateurs, mais bien évidemment, ça a un coût pour l'économie chinoise et le gouvernement essaie de pallier les conséquences les plus immédiates et les plus graves, mais évidemment que c'est un souci pour le gouvernement de limiter les dégâts. Ça ne veut pas dire que le gouvernement est prêt à toutes les concessions pour pouvoir négocier et conclure rapidement un accord. Un accord mettra du temps à être conclu. Les deux pays ont des armes. La Chine a les armes redoutables des terres rares, mais elle a besoin des puces américaines. Donc il y aura probablement un accord, mais cela prendra du temps parce que, encore une fois, la Chine n'est pas prête à céder avec un coût trop élevé pour son économie. Marie-Françoise Renard, vous restez avec nous. Ronald Dato. Oui, moi ce qui m'a fasciné, c'est la vidéo, qui était un peu longue, mais très, très intéressante, c'est que ça visait tout le monde. La France était là avec Alstom. On a vu des scènes traditionnelles des combattants chinois en Corée. Je pense que la Chine essaie de capitaliser sur la mauvaise image des États-Unis en ce moment. Je m'éloigne un petit peu de l'économie, mais je pense que les Chinois essaient de capitaliser sur cette folie de Trump d'avoir essayé de se mettre à dos plein d'alliés et tout. Ah, mais c'est bien possible. Et il y avait des Africains, il y a des gens, des Asiatiques, tout ça. J'ai l'impression de me retrouver à l'époque de la guerre froide, des périodes que j'ai bien connues. Et je pense que ça peut jouer des tours aux États-Unis. Là, encore une fois, je ne suis pas économiste. Mais ça en fait partie, oui. Ça en fait partie, parce qu'on voit bien le narratif chinois qui parle de puissance impérialiste. Avec un Américain qui parle, l'anglais parfait avec l'accent américain. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est Alstom, en passant, mais tout le monde a droit à son petit moment dans la vidéo. Et je pense qu'ils ont très très bien fait de faire cette vidéo. Guillaume Lagarde, je suis tout à fait d'accord avec Ronald sur le fait que là, la vidéo mélange à la fois un aspect très contemporain, très moderne de la Chine qui se présente comme le défenseur du multilatéralisme, et vous avez raison, elle se fait le parangon du droit international, vous savez, Alstom, c'était la dénonciation des lois extraterritoriales des États-Unis qui s'appliquent à des entreprises non américaines. Mais en même temps, il y a aussi des références au passé communiste, d'ailleurs au présent communiste, mais à la tradition communiste, avec l'idée que les États-Unis, grande puissance impérialiste, ne sont, vous savez ce que disait Mao, un tigre de papier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les craindre, il faut au contraire les affronter. Maintenant, moi je trouve que justement, cette vidéo montre ce qui est, à mon avis, une évolution peut-être un peu maladroite du pouvoir chinois. C'est pour ça que moi je ne les sens pas si forts que ça sur leurs appuis. Je trouve qu'ils ont réagi avec une extrême radicalité aux droits de douane américains. Ils auraient pu faire comme les Européens. Les Européens ont dit attendez, on attend, ça va peut-être se calmer, on va discuter. Eux ont tout de suite imposé des droits similaires, donc épreuve de force. Et là, donc cette semaine, ils viennent d'instaurer des systèmes d'autorisation pour les exportations de terres rares. Vous y avez fait référence tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est assez téméraire de la part de la Chine, parce que le message envoyé au reste du monde, c'est quoi ? C'est nous ne sommes plus un partenaire commercial fiable pour vos terres rares. Ça veut dire les États américains, mais aussi les autres pays. Attention, nous pourrons du jour au lendemain couper le robinet d'exportation. Donc moi, j'ai l'impression qu'ils réagissent aussi de manière forte, parce qu'ils mettent en avant l'honneur des Chinois, l'anti-impérialisme, etc. Mais aussi parce qu'ils sentent bien que derrière, le sujet n'est peut-être pas uniquement économique, mais aussi politique. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que derrière
ce que veut faire M. Trump, il y a aussi la question de qui sera le maître du 21e siècle. Ce que disait Ronald. Voilà, ce que disait Ronald. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est 25% du PIB mondial, pas 20% comme disait le clip chinois. Les Chinois, ils sont à 18%. Qu'est-ce qui va se passer demain, pour nous aussi d'ailleurs, si les Américains sont dépassés par les Chinois? Ronald Lato, je voyais réagir Ce qui encore. risque d'arriver, à mon avis. L'économie américaine n'est pas... Moi, j'en suis moins sûr, parce que vous voyez, la croissance chinoise, elle a tendance quand même bien ralentir. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Magali? C'est difficile de savoir où en sont vraiment ces négociations, parce que il y a quelques jours, dans une grande interview au Time, Donald Trump a expliqué qu'il avait eu le président chinois Xi Jinping au téléphone, que les consultations commençaient sérieusement. Tout ça a été complètement démenti par la Chine en début de semaine. Oui, qui a dit qu'il n'y a pas eu de coup de téléphone et les négociations, non. Donc en fait, ce ton très, très dur, on le sent vraiment du côté des autorités chinoises, avec quand même une volonté américaine de Donald Trump d'essayer de trouver un accord, parce qu'en fait, le but est quand même de trouver in fine un accord. Donc là, c'est vrai qu'il y a un premier signe aujourd'hui où juste les Chinois se disent prêts à évaluer ces propositions, mais finalement, on a presque l'impression que c'est plus un Donald Trump qui est demandeur de l'accord plutôt que l'inverse.